Ce qu'on travaillait dans le cadre d'une formation sur la communication, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et ça a été un déclencheur pour moi. Et il faut trouver en fait les sujets sur lesquels vous pouvez expérimenter des façons de faire différentes. Et en même temps d'autres où vous dites « Oh là, je vais pas trop sortir du cadre parce que là, c'est trop tôt ». Cette vulnérabilité, elle est souvent liée à un environnement qui vous rend vulnérable. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Marie-Aude, vous êtes directrice générale depuis 2017 de l'UNAPI, réseau de 330 associations d'accompagnement médico-social et de défense des droits des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles en France. Votre carrière, vous l'avez cependant commencée chez L'Oréal, où vous avez gravi les échelons de responsable RH opérationnel à directrice communication interne, puis directrice D&I, diversité et inclusion, avant de faire le point avec vous-même et de partir sur une toute autre carrière. Nous y reviendrons. Par ailleurs, vous êtes également engagée au CODES depuis 25 ans, dont vous êtes une des vice-présidentes depuis 8 ans, association pionnière et experte de la socio-esthétique en France depuis 1978. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui et j'aurais aimé connaître votre vision du pouvoir. Bonjour, merci beaucoup. Ma vision du pouvoir, pour être honnête, je pense qu'avant que vous me posiez la question, je suis pas sûre de me l'être souvent posée cette question-là, ou en tout cas pas en ces termes. Et en fait, ça m'a assez interrogée. Je pense que j'ai toujours pensé plutôt en notion de prendre des responsabilités, avoir la capacité de faire les choses. Et en cheminant pour répondre à votre question, je me suis dit qu'aujourd'hui, en fait, la vision que j'avais du pouvoir, elle était dans une forme quelque part d'énergie vitale, parce que c'est quand même une question de réalisation de soi, qui est un juste milieu entre cette capacité qu'on a à assumer des responsabilités d'un côté et à saisir des opportunités. En fait, il y a vraiment pour moi dans le pouvoir cette double tendance à la fois d'être dans l'énergie de saisir des opportunités, de voir son environnement, de voir les gens qui vous entourent et de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, d'être dans cette capacité à être celui qui va assumer aussi pour les autres, va prendre un peu plus dans son sac à dos peut-être que les autres, ou va, je sais pas pourquoi, oser guider un peu les autres. Moi, je peux pas penser le pouvoir sans penser à la fois cette chance et à la fois cette responsabilité, et surtout en fait la dimension ultra collective. Je l'ai jamais pensé en termes individuels. J'ai réalisé ça en réfléchissant à votre question. J'ai toujours pensé en termes vraiment collectifs. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. La première, c'est que vous avez dit celui qui ose et pas celle. Alors ça, du coup, ça m'a marqué parce que c'est le podcast, mais c'est celui qui engage, mais celle aussi, du coup. Vous dites, vous le pensez en termes collectifs et pas individuels. Et en même temps, vous avez dit, c'est à la fois prendre des responsabilités et saisir des opportunités. Donc ça, pour moi, c'est très individuel. À part si vous me dites que le collectif peut se permettre de saisir des opportunités ou de prendre des responsabilités. Comment vous jaugez ça, en fait ? En fait, je pense que c'est parce que c'est fondamentalement une vision de l'individu. Ou en tout cas un ressenti, un vécu. J'ai pas un ego ou une vision de moi-même qui fait que je pense que je suis capable de faire tout toute seule. Ou en tout cas, c'est pas ce qu'on m'a transmis et c'est pas l'expérience que j'en ai eue. Je pense que le vrai pouvoir, c'est celui de réussir à faire en sorte que les autres fassent quelque chose, à réussir à faire en sorte que vos idées soient partagées. C'est dans cette dimension peut-être de la réalisation, mais c'est même dans la dimension de la conception. C'est-à-dire, en fait, moi, je sais pas réfléchir seule. Je suis assez fatigante pour les autres parce que j'ai besoin de parler, je fais des schémas, j'aime réfléchir avec les autres. Je peux pas être derrière une feuille blanche. Mais en revanche, ce qui est vrai sur ce que vous pointez, c'est qu'il y a quelque chose qui tient à la capacité de l'individu, effectivement, ça c'est sûr, de la personnalité. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a au départ, qu'on a en soi, que l'environnement nous aide à développer. C'est pour ça que j'ai parlé d'énergie vitale, parce que je trouve que c'est une tension permanente. Même la personne qui a la plus grande confiance en soi, qui a la vision, l'intelligence, en fait, n'arrive à rien sans cette dimension de transformation. Le pouvoir, c'est certainement plus une capacité de transformation du réel, de transformation des idées. Et oui, il y a cette petite magie qu'on peut avoir en tant qu'individu, mais en fait qu'on peut jamais réaliser seul. C'est une forme de tension entre soi et les autres, quoi. À quel moment vous êtes vue directrice et encore plus directrice générale ? Parce que là, vous dites que vous avez vraiment besoin des autres pour travailler, pour réfléchir, pour avancer, pour mettre en œuvre évidemment. Mais le poste de direction, c'est quand même un poste très seul. Alors DG encore plus, déjà directeur ou directrice, parce qu'en fait, à un certain niveau, finalement, les pairs, on n'a plus forcément le temps de communiquer avec. À quel moment vous vous êtes dit, je vais prendre ce poste-là, et comment vous le vivez, cette solitude du dirigeant ou de la directrice vis-à-vis de ce que vous venez de dire ? Alors déjà, sur la solitude, ce que vous dites est très juste.
et encore plus juste quand on passe du monde de la grande entreprise à la PME. Parce que ça, c'est une des expériences qui a été les plus difficiles pour moi. Quand on va dans un grand groupe, vous avez quand même une forme de pair. Quand vous vous retrouvez dirigeant de PME, parce que l'association que je dirige, la tête de réseau, c'est 50 salariés, vous êtes très, très, très seul. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de pair sur le point. En fait, je pense que le pouvoir, on vous le donne au fur et à mesure. Je ne sais pas si on le prend. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de conscientisation. Je pense qu'il y a un premier élément qui est venu assez tôt, qui a été une compréhension que j'étais faite pour être généraliste. Parce que pour être directeur général, c'est cette compréhension qu'on aime passer de la compta, les RH à la stratégie. Enfin, il faut pouvoir aimer tout globalement et être un bon généraliste et avoir conscience qu'il y a des gens meilleurs que soi dans d'autres domaines. Et ça, moi, je pense que je l'ai eu assez tôt, je dirais même vers une vingtaine d'années, parce que j'ai eu la chance de faire des études de classe préparatoire littéraire. Et j'ai fait une année où j'ai fait une licence de lettres et j'ai détesté ça. Et je suis allée après vers reprendre des études plutôt très ouvertes, très généralistes, en l'occurrence au CELSA. Et j'ai compris qu'en fait, c'est ça que j'aimais déjà. Donc ça a été un premier point assez fondateur. Ce qui fait qu'aussi après, par exemple, moi j'ai fait un double cursus. J'arrivais pas à choisir parce que tout m'intéressait. Et ça, c'est déjà une première dimension qui fait que vous avez envie d'avoir une vision globale un peu de tout. Et ça, je pense que c'est un des premiers points déjà de se dire, vouloir être directeur, c'est 2 éléments. C'est avoir envie d'avoir une vision globale plutôt qu'être dans le détail. Et la question de la direction, je pense que ça s'est construit au fur et à mesure des expériences, en l'occurrence dans une entreprise comme L'Oréal, mais à côté aussi dans une expérience personnelle, depuis à 19 ans, faire son BAFA et être animateur. Et vous prenez déjà en fait ce type de leadership, j'allais dire. Et en fait, c'est vraiment la question du regard de l'autre où dans une entreprise comme celle-là, vous montez de poste en poste et un jour, c'est les autres qui vous disent « Je pense que tu es capable de faire ça ». Le grand saut de la direction générale, ça a été un moment de carrière où j'ai ressenti comme une forme de limite à être dans un périmètre où je ne pouvais plus toucher à tout. Et c'était fondamentalement ce que j'aimais. Et c'est au moment où j'ai fait ce changement de carrière entre L'Oréal et le monde associatif que je pense que j'ai passé 1 an à rencontrer des gens qui me connaissaient, rencontrer des gens qui ne me connaissaient pas, mais que le réseau du réseau me faisait connaître. Et avoir le retour des autres, et puis à commencer le fait de postuler à des annonces, de se tromper, d'avoir des refus, et puis d'avoir des gens qui vous disent non, moi je vous vois plus là-dedans, enfin voilà. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en faisant le bilan, et aussi pour des éléments de salaire, de fait d'avoir ou non quelqu'un au-dessus de vous. C'est vraiment dans cette période de transition, juste avant mes 40 ans, en fait, que les choses se sont un peu imposées à moi, quoi. Imposées à vous, c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression que c'était volontaire. Ça s'est révélé plutôt comme une forme d'évidence. C'est-à-dire que si j'avais envie de pouvoir avoir la main sur les choses, j'ai jamais cherché le titre. C'est ça finalement le job. C'est si tu as envie de pouvoir manager une équipe plus grande, si tu as envie de travailler autant la stratégie que le management, en fait c'est ça que ça s'appelle. C'est directeur général. Ah ouais, c'est ça. Et c'était pas en fait une projection ou une envie de pouvoir qui prenait ce titre-là. Le titre n'avait pas vraiment d'importance pour moi et c'est en fait se rendre compte que c'était à ça que ça correspondait. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant, j'imagine, de L'Oréal et de votre évolution chez L'Oréal, finalement, on arrive à ces postes-là parce que les autres voient en vous que vous pouvez le faire. Donc, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas forcément cherché les postes de direction, communication interne, direction D&I. C'est les autres qui ont vu ce potentiel en vous et qui vous ont donné ces postes-là. Ouais, je pense. C'est aussi vrai à l'UNAPI. C'est-à-dire que quand j'ai passé les entretiens à l'UNAPI, c'est pareil. Alors là, c'est pas pareil parce que vous répondez à une annonce. Mais quand vous avez la révélation que c'est vous qui êtes prise, vous avez quand même cette confirmation. Mais c'est évident, en fait, que la question du regard de l'autre, de la confiance que l'autre vous accorde, de la légitimité qu'il vous donne, c'est clé. Je veux pas lier ça au fait d'être une femme, mais je pense que c'est plus un tempérament ou une éducation, ce fait de pas se sentir toujours légitime dans ce qu'on fait. C'est vraiment le regard de l'autre, en fait, et puis au fur et à mesure aussi, réussir certaines choses, se rendre compte dans certains postes que on est à sa place parce que d'un seul coup, on a les bonnes idées, on est suivi. Moi, j'ai toujours eu l'envie d'aligner la question de mes valeurs avec la réalisation concrète au quotidien. J'ai toujours eu l'envie du plaisir
au travail, de la réalisation par le travail. J'ai jamais pensé autrement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisation par ailleurs, mais je veux dire, c'était quelque chose d'assez posé, je pense, dans mon éducation, dans ma personnalité. Mais c'est sûr que le regard des autres, c'est ce qui vous construit. Et à l'inverse, parce que j'ai aussi connu des moments difficiles en termes de management, mais moi étant managée et avec des gens qui pouvaient être toxiques ou difficiles, à l'inverse, ça va très très vite de se sentir détruit par quelqu'un. Enfin voilà, j'ai aussi connu l'autre regard, celui qui vous écrase, celui qui vous empêche. Et quand vous arrivez à vous en sortir de ce genre d'expérience, en fait, ça vous redonne certains cadres et en vous disant ça, je vais me méfier de ça. Et surtout, ça vous donne une grande leçon de... Moi, ça m'a donné en tout cas une grande leçon sur comment je voulais être en tant que dirigeante. C'est dans le management que vous avez vécu ça, enfin dans le monde professionnel que vous avez vécu ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais ça pourrait être le monde privé. Hein, tout à fait. Non. J'ai eu cette chance que ce soit pas dans le monde privé, je trouve. Mais... C'est encore autre chose. En effet, au moins, il y a une cellule privée qui existe parce que sinon, c'est compliqué. Déjà, comment vous avez pris conscience de ça et comment vous en êtes sortis ? Les autres, j'allais dire. Les autres. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait cette question de ressources et j'ai eu cette chance d'avoir, même dans ces expériences-là, quelques personnes bienveillantes. Je pense aussi cette expérience de savoir que c'est par le fait de trouver des ressources à côté qu'on pouvait s'en sortir. Je pense aussi, mine de rien, j'ai beau avoir bientôt 50 ans, c'est aussi une période de la vie professionnelle sur ces 20 dernières années où ces notions de harcèlement et autres, je pense que comparé à il y a 40, 50 ans, c'est des notions qui émergeaient beaucoup plus. Donc le fait d'en parler, le fait que ce soit des sujets qui émergent dans la société de façon plus globale, ça a beaucoup aidé. Puis ça, c'est des éléments qui m'ont aidé. Puis le fait d'avoir un environnement sain autour de moi, je pense que ça, c'est un des autres piliers, mais dans tout dans la vie, quoi. Je vous pose la question parce qu'en effet, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors, parfois trop. Alors, il y a eu tout. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase de personne n'en parler, à la phase à tout le monde était pervers narcissique, à la phase à tout le monde était HPI. Et aujourd'hui, on a une phase qui est un peu plus tranquille, je trouve, on parle de toxicité managériale. On parle beaucoup de santé mentale. Et là, on va passer de la toxicité managériale à la santé mentale, qui est aussi un nouveau fourre-tout pour l'instant. Complètement. Qui, j'espère, va évoluer. Mais pour l'instant, voilà. Après, c'est des phases qui font qu'on teste des choses. Voilà. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi, je trouve ça intéressant de remettre dans un contexte. Et c'est pour ça que je vous ai dit comment on s'en sort, oui. Mais déjà, comment on le détecte. Parce qu'en fait, la vraie problématique de base, souvent des burn-out, c'est que souvent, c'est trop tard. Si les gens sont arrêtés ou si on allait trop loin, en fait. Et le burn-out, c'est la partie pas sympathique du harcèlement, mais ça peut être pire que ça. C'est pour ça que je me demandais comment est-ce qu'on le voit, parce que parfois on est dans une situation et on se dit il y a quelque chose qui va pas et en même temps on bosse, on fait de son mieux, donc en fait on se rend pas compte parce que il faut aussi imaginer qu'il y a des personnes qui soient comme ça autour de nous. Donc vous, quel a été déjà le déclencheur pour vous dire ok, là la situation va pas en fait? Je pense qu'il y a un sentiment de malaise, en fait, on le comprend tout doucement. On se rend compte aussi qu'on commence à avoir un comportement, et c'est là la question de l'environnement qui est clé, ou votre environnement notamment personnel, parce que la question de cette toxicité dans le management, il y a toujours un environnement. Et quelqu'un de toxique, il est ou non dans un environnement qui le permet. Cette absence de contrôle qu'il peut y avoir, c'est un des points qui est compliqué parce que c'est la norme pour tout le monde. Et moi, je suis aussi... j'ai commencé à travailler en 2000. Il y avait une forme de norme. L'Oréal est une entreprise qui était connue aussi pour être un environnement plutôt dur, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là parce que aussi la parole s'est beaucoup libérée. Mais c'est toujours très, très ambivalent parce que si vous êtes de ceux qui avaient réussi à y rentrer, en fait, vous vous sentez toujours un peu coupable et en même temps en me disant mais oui, mais c'est normal. Et puis, c'était un peu une forme de culture. Mais vous y arrivez aussi, selon votre parcours aussi, par un environnement où vos études vous ont amené à ça. J'ai été dans des études aussi avec une forme d'élitisme. Donc, vous êtes bien formaté, en fait. Vous êtes assez la candidate idéale à ce sujet-là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est l'environnement, moi, je trouve, plus personnel qui permet ça. Quand vous regardez bien et que vous arrivez à ne pas être isolé, parce que c'est vrai que ça, c'est le point, vous trouvez des alliés. Mais en fait, il y a une forme d'omerta qui fait que c'est très compliqué de se dire à qui je peux faire confiance. Puis des fois, vous faites confiance à des gens et ça marche. Des fois, c'est un revers qui est violent. Et moi, en l'occurrence, le paradoxe, c'est que j'ai eu l'occasion, en fait, de participer à une formation dans le cadre de l'entreprise qui parlait de cette question de la communication violente et non violente. Et en fait, qui a été un déclencheur. Ce qu'on travaillait dans le cadre d'une formation sur la communication,
C'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et ça a été un déclencheur pour moi qui fait qu'après, j'ai compris que pour s'en sortir, soit c'était un choix radical, on s'en va et autres, soit c'est un petit pas devant l'autre. Changer un comportement, en plus généralement, quand vous êtes une jeune salariée, c'est quelqu'un d'au-dessus de vous qui a de l'autorité. Vous comprenez qu'en fait, c'est la résistance, elle se niche dans des petits gestes du quotidien. Et c'est comme ça, moi, parce que je pense que je suis plutôt pragmatique, que j'ai aussi pris les choses. C'est ces petits gestes du quotidien qui fait que vous mettez des socles de résistance à certains endroits. Vous ne devenez plus perméable à ça. Jusqu'au jour où, en fait, il y a vraiment un problème de valeur, où il y a vraiment, où là, vous y retrouvez plus, quoi. Ou sinon, où ça va beaucoup trop loin et là, vous pouvez pas cautionner, ou ça devient trop violent, mais c'est pas ce que j'ai vécu, quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve ça intéressant parce que, en effet, ces effets de déclic sont intéressants et c'est bien de poser les bases avant de partir parce que sinon on part détruit et c'est là où ça devient très très compliqué de reprendre contrôle entre guillemets sur son environnement avant de partir donne une certaine force quand même parce que sinon les gens partent et c'est très compliqué à reconstruire. Il y a 2 choses que vous avez dit sur lesquelles je veux revenir surtout dans ce que vous faites aujourd'hui, du coup c'est pour ça que j'ai creusé. Vous avez parlé de reproduction culturelle, alors vous n'avez pas utilisé ce terme-là mais je me permets. En gros de dire que quand on rentre dans un environnement finalement, c'est pas qu'on vient partie du problème, c'est qu'on a été accepté dans un environnement, on sait comment il fonctionne, donc du coup si on devient manager, il y a tendance à reproduire ce fonctionnement-là ou alors en tout cas adopter les codes si on veut évoluer, parce qu'en fait c'est ça la réalité de reproduction culturelle. Et la deuxième chose, vous avez dit, ces comportements existent parce qu'ils ont le droit d'exister dans un environnement, ce qui est très vrai. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs aux managers, je fais si ça existe, s'il le fait, c'est qu'il peut le faire. Enfin, il y a quand même une réalité. Comment vous, du coup, quand vous avez, même déjà juste en tant que directrice, déjà communication interne, parce que vous deviez déjà avoir une équipe, et même aujourd'hui en tant que DG, comment vous assurez finalement d'avoir une culture qui soit saine, ou en tout cas où les gens se sentent bien, et puis de permettre aussi une certaine diversité, parce que je parlais de reproduction culturelle, mais il y a vraiment ça. Alors, il y a une culture, c'est vrai. Comment on intègre cette certaine diversité et comment on s'assure que les comportements non acceptés soient non acceptés et pas existent comme ça, par-ci, par-là. Dans les 2 sujets, la question de la diversité et la question des comportements indésirables ou de créer l'environnement qui convient. Je vais peut-être commencer par la question des comportements indésirables et de cette forme de management à laquelle moi j'aspirais, que j'ai essayé de créer dès que j'ai commencé à avoir les plus petites équipes, mais qui étaient plutôt par, j'allais dire... une forme de respect, une forme aussi de prendre sur soi la pression pour pas qu'elle redescende sur les autres. Et c'est ça que vous expérimentez au fur et à mesure avant d'être DG quand vous gérez des gens, c'est que vous prenez la pression d'au-dessus, vous prenez celle d'en dessous aussi. Vous avez intérêt à être sacrément bien capé pour gérer la pression de tout le monde. Et ça, c'est un élément. Et sur le comportement indésirable, moi, je dirais que c'est vraiment depuis 8 ans, en fait, que je me sens plus en capacité de le faire parce que j'ai la chance aussi d'être avec un président d'association qui m'accorde sa confiance. Enfin, c'est pas un hasard, c'est lui qui m'a recruté, donc je pense qu'il y a un vrai partage de valeurs. Et c'était une des promesses que je m'étais faite au moment du changement, c'est de choisir en fait les compagnons de route qui font que je pourrais être plus alignée dans la question de mes valeurs. C'est un long cheminement parce que j'ai vécu ce début où vous pensez en fait que... Et puis tout le monde vous regarde comme la nouvelle, c'est parfait. Enfin, moi, j'ai vécu ça. Et puis, il y a 2 choses. C'est vous commettez des erreurs. Parce que vous allez trop vite, trop fort, parce que vous pensez que tout le monde est comme vous et vous n'avez pas si bien fait que ça attention à l'environnement, à l'histoire et que vous vous faites vous-même happer dans ces choses-là. Mais aujourd'hui, parce que j'ai aussi vécu ça à l'UNAPI, la question, et là vous êtes en première ligne, j'ai été en première ligne pour gérer des comportements indésirables qui, sur une équipe de 50, quand vous faites des licenciements pour faute ou autre, vous ne pouvez pas appeler le DRH, c'est vous qui le faites, même si vous le faites toujours en lien avec, en l'occurrence j'ai la chance d'avoir un responsable RH. Il y a 1 an et demi, moi ça a été une des promesses que je me suis faite en disant c'est fini, quoi. C'est fini parce que vous voyez le turnover et puis sur une petite association comme ça, vous dites c'est normal, les jeunes ils changent tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est pas si normal que ça en fait. Et c'est-à-dire qu'à un moment vous prenez la décision que ça n'est plus acceptable. C'est tout un travail qu'on a mené avec le comité de direction, qui est un travail. Il faut embarquer les autres parce que le porter tout seul en fait. Enfin ça sert à rien d'être un chevalier tout seul. Il faut vraiment embarquer les autres. Il faut beaucoup faire réfléchir les uns et les autres sur ce que c'est que cette norme effectivement et qu'est-ce qui est de l'individuel et qu'est-ce qui est du collectif. Très souvent aussi, ça a été une de mes surprises, même dans une toute petite équipe, quand bien même vous donnez aux gens beaucoup d'autonomie, de liberté, il y a toujours ce besoin d'avoir un chef au-dessus
qu'on charge en fait pour tout ce qu'on ne sait pas faire. Et ça m'a beaucoup surprise. Mais au fur et à mesure, ça a été un moment, une décision de dire, OK, maintenant, on va créer les conditions. Et c'est tout un travail de ressources humaines. Et c'est là où le fait de venir aussi des ressources humaines dans ma formation m'a beaucoup aidée. Vous comprenez en fait qu'est-ce qui est de l'ordre de l'individuel, c'est-à-dire des profils qu'il faut avoir, pas avoir, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'organisationnel. Et en fait, c'est toute cette réflexion sur qu'est-ce qui est de la systémie, de l'organisation, qui est très intéressant. Parce que quand les choses se répètent, vous comprenez qu'en fait, c'est quelque chose qui est lié à l'organisation. Vous changez les gens, puis vous dites, mais pourquoi ça se répète ? C'est avoir un travail en profondeur et qui prend beaucoup plus de temps. Et c'est un moment, avoir une forme de franchise et d'honnêteté dans le discours face à tout le monde et oser parler de ces sujets-là. Et oser le dire, et oser dire... OK, vous savez quoi ? OK, moi, j'ai pris la responsabilité de la direction. Il y a des gens qui sont managers, mais en fait, on est tous responsables. Et c'est parce qu'on a tous accepté quelque part ces comportements qu'on en est là. Je vais assumer ma responsabilité qui est celle d'aller jusqu'au bout, mais c'est à vraiment avoir un discours, je pense, beaucoup plus de transparence, d'honnêteté et de cadre. En fait, moi, le point pour finir sur ces comportements-là, c'est qu'il faut tout autant mettre en œuvre au quotidien des valeurs de bienveillance, mais il faut en permanence revenir aussi sur le fait de mettre le bon cadre et un cadre qui protège, un cadre qui met des limites. Ça a été vraiment un des points. Sur la diversité, là où je suis maintenant, je dis toujours dans les recrutements, je dis moi je veux une tête bien faite et un bon état d'esprit. Alors déjà le premier point, il faut se détacher des diplômes. Il faut beaucoup plus travailler sur la question des compétences. Il faut savoir très bien les analyser, c'est-à-dire savoir analyser c'est quoi une bonne capacité d'analyse, une bonne capacité de synthèse. Nous, en l'occurrence, on est dans des associations où c'est un travail intellectuel de défense des droits, d'accompagnement, d'animation de réseau. Donc voilà, c'est des qualités où il faut savoir écrire, il faut savoir animer. Et en fait, il faut beaucoup plus chercher cette question de la compétence et du savoir-être. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à avoir une équipe beaucoup plus diverse assez naturellement, parce que quand vous enlevez le filtre du diplôme, ce qui était plus compliqué quand j'étais dans une entreprise comme L'Oréal, où mine de rien, il y a quand même une forme d'élitisme, parce que c'est aussi une entreprise internationale qui a d'autres codes, il faut avoir l'exigence de la compétence et du comportement. Et si c'est vos deux filtres, naturellement, vous amenez plus de diversité dans votre équipe. Et après, globalement, au-delà de cette vision individuelle des gens, je pense qu'il faut une vision très collective, et je pense que moi, j'ai toujours pensé les équipes, alors avec la métaphore sportive ou autre, ou celle du théâtre, qui est d'avoir en fait des gens très complémentaires. Il ne faut pas recruter des gens qui vous ressemblent, il faut recruter des gens qui vous ressemblent sur les valeurs, mais pas sur le reste, quoi. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an et demi pour vous décider de changer ? La fatigue. La fatigue. C'est fatigant c'est fatigant de gérer des gens. Vous n'avez jamais le droit de baisser les bras. Il faut avoir cette énergie permanente en fait du capitaine, de celle qui donne le là. Donc il y a une forme de fatigue. Il y a des gens qui vous challenge plus que d'autres. Je pense que c'était arrivé à ce moment-là, une forme aussi de fatigue ou de se dire mais je ne vais pas y arriver et avoir essayé plein de choses et ça ne fonctionnait pas. Et je pense qu'il y a eu cet élément-là et puis ce moment de ressaisissement où on se dit non mais attends, je ne vais pas lâcher en fait. Je ne vais pas lâcher, je vais y arriver et comprendre qu'il fallait faire bouger quelque chose. Donc je pense que c'est l'envie toujours profonde que les choses changent. Quand je parlais de capacité de transformation, puis, je me reconnaissais plus trop, quoi, être moi-même fatiguée, alors que c'est pas trop ma façon d'être. Et je pense que ça a été le petit moment où on touche le fond, puis on se dit non, allez, ça va repartir. Vous avez dit on change les gens et c'est toujours la même. Je trouve ça super intéressant. Et vous avez dit faut qu'on fasse bouger l'organisation. C'est intéressant de mêler justement la toxicité à l'organisation, parce que c'est vrai qu'on le fait rarement, on est plus sur des formations. On parlait tout à l'heure de la santé mentale, mais en fait, il y a aussi le bien-être qui pose question depuis un moment. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a eu un levage d'yeux qui est en filigrane depuis des plombs, mais à chaque fois, on y met quelque chose dedans. Donc, en ce moment, c'est la santé mentale. Mais en fait, j'ai souvent cette impression qu'on prend tout, on l'effleure, en fait. Il y a ce côté défleuré, on rajoute une couche sur quelque chose qui existe déjà, ce qui fatigue encore plus. Et là, vous dites, j'ai changé l'organisation, mais c'est-à-dire concrètement, vous avez fait quoi ? Parce que j'ai du mal à visualiser, en fait. Concrètement, changer l'organisation, déjà, c'est bien de l'analyser de façon croisée.
C'est un peu comme une maison que vous voulez retaper. En fait, vous refaites les plans, vous repensez à tiens, je vais mettre la cuisine là parce qu'en fait, finalement, la circulation elle est jamais au bon endroit. Et en même temps, vous gardez les murs, mais vous devez tout repenser. Et je fais l'image par rapport à la question de la santé mentale. C'est qu'en fait, là, ça demande un vrai travail en profondeur. C'est-à-dire que vous vous dites non, mais attends, ça fait un moment que ça fuit au toit, là, je vais vraiment m'y remettre. Et en fait, ça a été la réflexion sur les règles. C'est quoi les règles ? Les règles de la discipline individuelle et collective. Qu'est-ce que j'encourage sans le dire et qu'est-ce que je sanctionne ou pas ? C'est quoi les règles du jeu ? Est-ce qu'elles sont si claires que ça ? Est-ce qu'elles sont vraiment les bonnes ? Est-ce qu'elles ne doivent pas être changées ? Et on a beaucoup réfléchi et quand on y pense, en fait, dans une organisation, on a tout, mais on ne les active pas. C'est revoir un règlement intérieur, revoir des process d'évaluation annuels. Vous avez tous les éléments, sauf qu'en fait, on ne repart pas sur le sens que ça, de faire un entretien annuel, de faire des entretiens de mi-période d'essai, d'avoir un règlement intérieur. Quand vous regardez ça, vous aviez tous les outils sous la main, mais c'est comme si on ne les utilisait pas. Et donc, revoir l'organisation, c'est déjà repenser les règles du jeu pour tout le monde. C'est comprendre en fait pourquoi il y a des choses qui dérivent toujours et vous savez pas pourquoi. En l'occurrence, là, on est dans une association, on est 330 associations, c'est énorme comme réseau à animer en permanence. C'est de la défense des droits sur des sujets qui sont tous plus vitaux les uns que les autres. On a essayé de réfléchir aussi sur ce qu'on produisait, mais aussi la façon dont on le produisait. Et se rendre compte qu'on produisait beaucoup de choses un peu dans la souffrance. Mais quand vous êtes dans le monde associatif, c'est presque comme si c'était normal, en fait. On peut mener un certain nombre de choses et travailler de façon plus confortable. Donc, on a aussi beaucoup pensé sur la question, et l'organisation, c'est ça, c'est les cycles de temps. C'est-à-dire beaucoup plus travailler sur l'anticipation, travailler sur des cycles d'années. Qu'est-ce qu'on est amené à produire et comment on le produit. Donc, beaucoup plus observer comment les gens travaillent, comment les outils qu'on donne, et quand on parlait de charge de santé mentale, on parle beaucoup de charge mentale ou de charge de travail, et il y a trop souvent une confusion sur la charge de travail qui n'est pas la surcharge de travail. Et moi, j'ai beaucoup en fait formé le collectif. C'est-à-dire d'année en année, on a fait des sensibilisations à ce que c'est que la charge de travail. Et en fait, pour mettre les mots justes, cette confusion des mots, le fait de ne pas savoir désigner ce qui se passe de façon correcte, et ça crée un flou où finalement l'individu comme le collectif peut pas s'épanouir, et c'est là où vient se nicher des choses qui peuvent nuire à tout le monde, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Repenser à c'est quoi notre vision, c'est quoi la façon dont on travaille, c'est quoi les outils avec lesquels on travaille. C'est vraiment, j'allais dire basique, mais c'est assez fastidieux. Parce que c'est un pas devant l'autre et vous mettez bout à bout les choses. Là où c'est fastidieux, mais si on veut le faire en profondeur, c'est qu'il faut le faire collectivement. Donc ça prend le temps de l'appropriation de tout le monde. Et ça, si vous n'avez pas, en l'occurrence, ça je pense, un dirigeant qui est convaincu que ça vaut le coup, en fait, vous ne le faites jamais. Vous le faites jamais parce que les réussites rapides, elles sont toujours plus en l'apparence satisfaisantes. Ça, c'est du long terme et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que je pensais pas rester 8 ans. Je pensais partir beaucoup plus tôt. Bien sûr, on a tous vécu le Covid qui a un peu ralenti les choses, mais cette satisfaction de voir le temps de la transformation, c'est peut-être lié aussi à l'âge, c'est une question de maturité, de se rendre compte que le temps de la transformation des hommes, c'est une très très grande satisfaction, mais ça prend du temps. En effet, puisque 1 an et demi, c'est court par rapport à tout ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup, c'est les 50 personnes, j'imagine ? Alors, c'est beaucoup au départ le comité de direction. Ok, vous êtes combien au comité de direction ? On est entre 5 et 8 selon... Enfin voilà, on a un comité de direction élargi. Donc le 11, c'était d'abord vous 5 et 8, et après, du coup, c'était quoi ça, 6 mois, et après vous avez commencé à décliner ? C'est plutôt un an. Et à la base aussi, c'est beaucoup un binôme avec mon responsable RH. Okay. Ça, je pense que quand on est DG... Alors, c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière parce que c'est ma formation, mais je pense que vous pouvez rien faire... Alors, quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un en RH, je pense que c'est un des binômes les plus importants, en fait, avec votre président quand vous êtes dans une association. Moi, je vois souvent le DG déléguer au DRH, ce genre de choses, plus que faire avec. Mais vous avez raison, hein. Par contre, c'est des rares fois, moi j'ai travaillé avec des binômes, DG, DRH, c'est extrêmement fort et pertinent, parce que déléguer, ça suffit pas, il n'y a pas assez de pouvoir, en tout cas de prise en main. Ok, donc vous avez fait ça plutôt en chambre, entre guillemets.
À partir de quand vous avez commencé à le déployer auprès des équipes ? Alors, assez rapidement, finalement, parce que je pense que les racines sont d'avant 1 an et demi. Et après, en fait, c'est par des systèmes à la fois de séminaires. En fait, très vite, moi, on a associé tout le monde à la création de la vision, enfin, des choses assez classiques, en intelligence collective. Enfin, voilà, depuis que je suis arrivée, c'est aussi ça que j'ai plus amené. Le fait aussi d'évaluer les managers sur la dimension managériale, ce qui n'était pas le cas avant que j'arrive. Pas là-dessus, mais parce que je sais pas. Mais je ne sais pas, j'ai jamais eu de transition avec la personne avant moi. Donc, ok, très bien. En tout cas, la question de l'importance du management n'était pas à ce point. Et ça, j'en suis convaincue et tout le monde me l'a dit, mais c'était pas un sujet. Vous avez combien de managers, juste pour qu'on sache ? Les 5-8, en fait, tous des gens qui managent. Voilà. Après, en fait, il y a eu un élément qui, je trouve, on va dire que c'est une question de phénomène de mode, mais c'est ce que vous en faites, c'est qu'on s'est lancé dans une démarche QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Et alors ça aussi, il y a à boire et à manger. Mais en fait, ça a été mené par le responsable RH avec un des membres du CSE, avec cette idée, en fait, ils ont vu je sais pas combien de prestataires, voilà. Et il y avait vraiment les gens qui vous proposent des sondages, des trucs. Pour 50, et quand on n'a pas d'argent, déjà, ça vous demande d'être plus exigeant. On a lancé cette démarche sans aucun financement. Donc, c'est aussi un des éléments. Et avec des étapes où, au fur et à mesure, on a créé un comité de pilotage qui, tous les 6 mois, change et au fur et à mesure, vous impliquez les gens et qui travaille beaucoup sur la question de la méthode des entretiens, faire les choses de façon très méthodique. Et ça, je pense aussi que par rapport à tous ces phénomènes de mode sur le management, la gestion, il faut souvent, en fait, revenir à des choses simples et efficaces, mais qui sont d'une méthode claire, nette. Je réfléchis beaucoup à ces questions de méthodologie parce que je pense que c'est ce qui vous permet souvent de prendre les bonnes décisions, de suivre dans la durée, de réfléchir à ces histoires d'indicateurs que vous auriez du mal à suivre. Mais voilà. Et en fait, on a passé beaucoup de temps. C'est le montage de ce groupe-là. Et aujourd'hui, moi, je vis ce moment-là où tous les 6 mois, ce groupe, il change et je n'ai même plus à en être, en fait. Alors, j'en suis parce que il faut que j'y participe et c'est aussi le signe d'une implication et d'une importance. Mais ça, c'est assez satisfaisant, en fait, de voir comment les gens peuvent se saisir. Alors, on est d'accord que c'est toujours une minorité. C'est-à-dire que vous avez toujours une minorité qui s'occupe du collectif. C'est dans toutes les histoires et partout. Et ça change beaucoup plus. Alors, je suis peut-être un peu trop optimiste. On en reparlera dans 1 an ou 2. Ça commence à changer la culture, ça commence à changer les références. Et je crois beaucoup au fait qu'il faut des petites choses. Et j'avais vécu, en fait, dans mon expérience précédente, une entreprise dans laquelle il y avait beaucoup de communication. Et j'étais très vigilante à cette dissonance entre une communication très haute et une réalité qui est un peu dissonante. Donc, moi, j'étais très soucieuse de ne pas trop communiquer au bon moment et de façon assez juste, quand on patine, on dit qu'on patine, et d'être beaucoup plus peut-être dans une forme de transparence aussi. Et c'est ça qui est compliqué aussi quand on est directrice, c'est qu'en fait, vous devez pas baisser les bras, vous devez toujours être celle qui va bien, qui touche de l'énergie. Et puis, il y a des moments où, en fait, il faut trouver les justes moments sans vous discréditer, sans perdre en légitimité. Il faut avoir une forme de transparence et d'honnêteté qui, je pense, paye, mais qui est toujours à manier avec beaucoup de précaution parce que ça peut se retourner contre vous. Le fait d'oser dire des fois que vous aussi, vous en avez marre. Voilà. Moi, je me suis retrouvée dans certains moments à dire « mais ça, c'est plus supportable et moi, je n'en peux plus ». Et en fait, les gens sont toujours surpris de vous voir dire ça. Et d'un seul coup, de penser que vous aussi, vous êtes salarié, en fait, comme tout le monde. Mais il ne faut pas trop l'utiliser. Mais par moments, je pense que c'est utile. Et j'ai eu des moments aussi où, face à des situations difficiles, des décisions difficiles, de réunir tout le monde, vous prenez 50 personnes, vous êtes face aux 50 personnes et vous dites les choses, en fait, à l'intérieur, vous tremblez un petit peu quand même. Hein. Mais bon, vous essayez de faire en sorte que ça se voit pas, quoi. Le pouvoir de l'émotion. Ouais. Avec modération. Non, mais je vois ce que vous voulez dire et ça revient à notre échange au tout début sur la solitude du directeur ou de la directrice. Donc là, si je suis bien à peu près en train de délai, on va dire que ça fait 1 an, un peu plus de 6 mois, entre 1 an et 6 mois que vous engagez les équipes. Est-ce que vous commencez à avoir des résultats? Et si oui, moi, j'aimerais savoir comment ça affecte évidemment l'interne, mais surtout
l'externe, c'est-à-dire votre production, ce que vous sortez en fait, et auprès des 340 associations que vous animez? Alors l'interne, c'est amusant parce qu'on a fait, pas plus tard qu'hier, on a fini tous les entretiens annuels et en fait on fait dedans des indicateurs sur le bien-être dans votre poste, le bien-être dans l'association, des choses comme ça. Et en fait là, ça fait 3 ans qu'on l'a mis en place, donc d'un seul coup, là, on voit tous les chiffres évoluer. Alors ça n'est que du quantitatif, mais on a aussi du qualitatif à côté. Et il y a notamment en fait des items sur les sujets qui vous inquiètent. Et on voit une évolution sur les thématiques. Dans les autres indicateurs, enfin moi c'est des autres indicateurs, c'est les questions en CSE qui ne sont plus du tout les mêmes. Enfin c'est une ambiance globale en fait, de toute façon qui a énormément changé, une coopération qui est beaucoup plus facilitée. Enfin voilà, moi je trouve que ça c'est quelque chose qui est vraiment palpable. Et sur l'externe, aujourd'hui, alors on est dans un moment important parce qu'en tant qu'association, on va avoir notre assemblée générale au mois de juin. C'est des grands moments. Nous on est 2000 dans une assemblée générale. Les gens viennent de toute la France. Et en fait, c'est des moments où, d'année en année, on a de plus en plus de monde, des gens viennent partout. Dans un moment où les associations sont quand même très challengées aujourd'hui dans le paysage politique, on refait corps et on a des retours sur le fait de l'utilité. C'est-à-dire que les gens comprennent en fait à quoi ça sert d'adhérer à un mouvement, à un réseau associatif, ce qui était, quand je suis arrivée, en fait, un sujet de critique permanente. C'est-à-dire à quoi ça sert d'être au national, enfin voilà. Et là, aujourd'hui, on a une réaffirmation beaucoup plus forte. Et moi, je fais forcément un lien de cause à effet sur la façon dont on travaille. Et en plus, avec un point particulier, c'est que quand vous êtes en association, vous travaillez avec des bénévoles. Et ça complexifie énormément les choses, ça les enrichit énormément. Mais tout mon conseil d'administration, le bureau, ce sont que des parents, des frères et sœurs de personnes en situation de handicap. Et vous prenez toutes vos décisions, vous avancez toujours avec aussi ces personnes parce que vous êtes à leur service. Donc moi, je dirais que sur l'externe, aujourd'hui, on a une forme de reconnaissance de nos propres membres qui était le premier niveau de satisfaction qu'on devait avoir. Il y en a un qui est pour plus tard, c'est la question de réussir à drainer plus de fonds, mais ça, c'est un peu la question du modèle économique qui est un de mes challenges qui reste dans ma tête. Non mais du coup, très intéressant. C'est-à-dire que, en fait, sortir de alors, toxicité, c'est pas le mot que vous avez utilisé, puis c'est pas la logique du tout. C'était vraiment de finalement changer quelque chose qui tournait en rond. Comme vous avez dit, puisqu'on l'avait dit en off, on n'a pas reparlé, donc juste savoir si c'est ça ou si vous précisez. Vous avez dit que le milieu médico-social, enfin le milieu dans lequel vous étiez, est plutôt masculin. Et il y avait pas mal de on ne peut plus rien dire, entre autres. C'est de ça dont vous vouliez sortir, ou il y a d'autres choses dont vous vouliez sortir pour que je comprenne un peu plus globalement de... Non, moi je pense que je suis arrivée dans un milieu associatif avec des codes, des profils qui étaient très similaires. Enfin voilà, moi je dis je suis la première femme DG, première non-juriste, donc ça fait quand même beaucoup de changements. Après, je pense que c'est pas un hasard parce que c'est le bureau et le conseil d'administration qui m'a choisi là où j'avais beaucoup moins de compétences que tous les autres. Ils savaient qu'il fallait qu'il y ait une forme de changement et ils se l'autorisaient. Je pense que ça, c'est aussi ça, c'est le pouvoir, on vous le donne, quoi, ou pas. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que ce secteur à la fois associatif et à la fois, parce que moi je cumule le médico-social du handicap, c'est, à ma grande surprise comparée à ce que j'avais pu connaître à L'Oréal, c'est vrai que c'était beaucoup un milieu d'hommes blancs d'une 50aine d'années. Et beaucoup de femmes au niveau en dessous. Mais sur les postes de direction, c'est majoritairement des hommes blancs. Ce qui était quand même une grande différence quand vous venez d'une entreprise internationale, très ouverte, où il y a quand même une place des femmes qui était quand même réelle. Et ça a été un sacré changement. Donc déjà, en fait, comprendre d'où vous venez et comprendre que votre environnement, c'est majoritairement ça, mais en même temps, qu'on vous a choisi justement parce que vous n'êtes pas ça, c'est à la fois en fait très enthousiasmant, mais c'est assez vertigineux parce que vous sentez une responsabilité et je venais absolument pas de ce milieu, donc j'avais tout à apprendre sur tout. Donc je pense que j'ai passé 1 an et demi à écouter, me déplacer, aller voir les gens, surtout à la fois en fait toujours dire en fait je sais pas, expliquez-moi.
Ok, je suis directrice, mais expliquez-moi. Rien que ça change la culture. Ouais, je pense. Je pense qu'en fait, ça, c'était un élément. Et après, il faut juste essayer d'être un petit peu futé dans vos questions. Et puis, il faut réussir rapidement à faire les liens entre les enjeux, les univers. Mais c'est en ça que je pense que le parcours que j'ai eu, et le fait à côté d'avoir été toujours dans le monde associatif aussi, et sur des sujets différents, en fait, cette capacité à décoder les enjeux, à faire des passerelles en fait entre des univers ou des environnements dans un moment où vous arrivez qui est un moment de crise, en l'occurrence moi dans l'association, et pour le monde du handicap qui était un moment compliqué, vous mobilisez tout ça en fait. Vous vous rendez pas compte, mais en tout cas je m'en suis plus ou moins quand même rendu compte parce que j'ai bien compris pourquoi j'avais été recrutée. Mais c'est ça qu'on vient chercher chez vous. C'est vraiment cette capacité c'est pas votre carnet d'adresse, parce que tout ça vous l'avez pas. Donc c'est hyper challengeant. C'est fondamentalement tout ce qui vous a formaté et ce que vous avez pu mettre en œuvre. Et il faut trouver en fait les sujets sur lesquels vous pouvez expérimenter des façons de faire différentes et en même temps d'autres où vous dites oh là, je vais pas trop sortir du cadre parce que là c'est trop tôt. Et moi j'ai beaucoup enragé sur des choses où le temps de l'associatif, le temps du politique n'a rien à voir avec celui de l'entreprise, mais rien à voir. Tout est beaucoup plus long. En même temps, il y a une forme de pression très forte quand vous êtes en lien avec le politique, le gouvernement et autres. D'un seul coup, tout devient urgent. Enfin, c'est un rapport au temps qui est beaucoup moins maîtrisé, je trouve, que quand on est en entreprise. Et c'est une forme de complexité qui est très challengeante, mais qui est passionnante, en fait. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est qu'on n'est pas nommé par hasard. Je trouve ça aussi intéressant. Vous l'avez dit, j'ai aussi été nommée DG parce que j'étais pas tout ça. Alors, ça va autant pour un homme que pour une femme. Hein. C'est pas propre à une femme ou c'est pas propre à vous. C'est que quelqu'un qui est nommé à une direction générale représente quelque chose. Donc, selon d'où il vient, selon son parcours, selon qui il est, ça dit quelque chose. Et le fait que ce soit une femme ou pas a un impact. Ça, c'est sûr, c'est une réalité. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez été nommé pour ça, mais vous avez quand même été épaulé. Parce que vous l'avez dit, j'ai un vrai parcours de président. Parce que là où ça devient compliqué, c'est quand on est nommé pour faire bouger quelque chose, mais qu'on est tout seul à faire bouger quelque chose. Et là, ça devient ingérable. Et vous, j'ai l'impression que vous avez su faire la part des choses entre j'ai envie de tout faire bouger et je prends le temps d'apprendre et de faire avec. Ça vous fait rire parce que... Non, ça me fait rire parce qu'en fait, je pense à mon président et on est très complémentaires parce que c'est quelqu'un qui a une forme de force tranquille. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière, en y réfléchissant. D'être souvent en fait avec des hommes où le tempérament était plus dans un autre rapport au temps et que vous vous retrouvez à être celle qui turbine et qui fait bouger les choses, mais qu'on vous assagit un petit peu. Mais c'est amusant parce qu'au bout de 8 ans, les choses s'inversent, ou en tout cas, j'ai beaucoup appris à être moins frustrée par le temps qui va beaucoup moins vite que ce que j'aurais voulu. Mais sur le fait de la nomination, ouais, c'est sûr, c'est un élément clé, mais l'élément clé, en fait, c'est vrai qu'il faut qu'il tienne sur la durée. Et le mot qu'on se dit pas là, mais qui est au plein milieu, c'est la question de la confiance, en fait. C'est la confiance qu'on vous donne et qui vous est prouvée au jour le jour. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, dans les moments aussi de joie et de plaisir, de satisfaction, de réalisation, mais en y réfléchissant, j'ai souvent eu cette chance-là d'avoir des gens qui m'ont fait confiance. Après, voilà, c'est comment vous entretenez la confiance et vous la décevez pas. Et je sais que ça, c'est un élément que moi, je cherche beaucoup chez les gens. Et avec cette idée de tout de suite donner la confiance, voilà, parce que c'est plutôt ma nature. Et en revanche, s'il y a une petite déception, là, ça devient plus compliqué. Mais c'est plutôt le départ, je suis dans le tout. Et puis après, ça se travaille. Enfin, c'est la main sur l'épaule qui vous dit « Ok, tu vas pouvoir le faire, tu vas y arriver ». Et qui, en même temps, des fois, vous dit « Oh là, attention, là, c'est trop dangereux, faut pas y aller ». Mais je pense que pour lui, il venait de prendre ses fonctions aussi. Donc, on a cheminé ensemble, en fait, sur ces prises de pouvoir qui sont différentes parce qu'on ne représente pas les mêmes choses. On vient pas du tout du même parcours. On a appris nos fonctions ensemble, je pense. Et ça, c'est très réconfortant quelque part. Est-ce que si vous refaites le point il y a 2 ans et aujourd'hui, en termes de management, de leadership plutôt, est-ce que pour vous, il y a des choses qui ont changé ? Ce que vous dites, est-ce que je suis la même leader qu'il y a 2 ans en fait ?
Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, un paradoxe entre une posture individuelle et une posture en tant que manager. Autant, je pense, dans ma vie privée et notamment en tant que mère, j'ai jamais eu de problème à incarner une forme d'autorité. Ça n'a jamais été un souci pour moi. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais en tout cas, ça n'était pas un sujet. Alors qu'en tant que dirigeante, c'est vrai que j'ai beaucoup plus manié la question de l'empathie, de la motivation plutôt que le cadre. Parce que pour moi, en fait, c'est ça ce qui est compliqué quand vous managez des gens. Vous pensez toujours que votre façon d'être, vos sources de motivation sont les sources de motivation des autres. Et ça, je pense que c'est le cheminement d'une vingtaine d'années. J'ai la chance je pense que les premières petites équipes que j'ai gérées, j'avais 24 ans. Et en fait, ce qui a changé, c'est que ce que j'acceptais pas, d'être celle qui avait une forme d'autorité, de cadrer. Et moi, je prenais beaucoup de choses par l'empathie, par la bienveillance, par l'énergie, la bonne humeur. En fait, j'ai compris d'un coup, parce que des gens m'ont poussé à bout dans une forme de limite et dans une forme de malhonnêteté, soyons honnêtes, en fait, que ça suffisait pas. Et que ce qu'on attendait de moi, c'était aussi de devoir incarner ça, de devoir incarner la règle, le cadre. Et je pense que ça a été ce qui a été le plus dur pour moi, en fait. D'assumer le fait d'être celle qui sanctionne, qui dit non. Et j'avais pas envie d'avoir ce costume-là. J'avais vraiment pas envie. Et je pense que j'en voulais un peu aux gens qui me poussaient là-dedans. Et je les considérais, si je suis complètement honnête, de façon... c'est pas méprisante, mais je pense que c'était pour moi une forme d'immaturité, enfin quelque chose qui était... je comprenais pas que les gens n'avaient pas ce sens des responsabilités, et je détestais en fait être mise dans ce coin-là. Et en fait, j'ai compris, je pense, il y a 2 ans, que ça faisait aussi partie du job, en fait, que être dirigeant, les gens avaient, en tout cas ceux que je manageais, et que ça faisait partie du job d'être aussi celui qui doit incarner l'autorité, doit incarner la règle. Et je pense que c'est ça qui a changé, en me disant, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est comme ça. En fait, je pense que ça a été vraiment ça le changement. Et d'être du coup celle qui doit incarner l'autorité et le cadre, vous le vivez comment aujourd'hui ? Mieux Mieux qu'avant, parce que surtout, en fait, avec ce qu'on a mis en place, je suis pas la seule. J'ai parlé du binôme avec les ressources humaines, avec mon responsable ressources humaines. J'ai parlé aussi de certains de mes collègues. Enfin, il y a certains des collègues du comité de direction avec qui on en a plus travaillé. Et surtout, je le vis mieux parce que je vois les résultats, en fait. Je comprends en fait que ce que je savais d'un point de vue individuel, je le perçois d'un point de vue collectif ou dans le terme de management. C'est aussi ça, en fait, quelque part, fournir un cadre protecteur, bienveillant et stimulant. En fait, ça passe aussi par ça. Parce que vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, vous pouvez pas, si vous ne créez pas des bases saines et sereines quelque part. Bon, après, je sais que je dis ça et que la semaine prochaine, je pourrais être à nouveau challengée. Mais en fait, le fait de l'accepter, et je pense honnêtement de ne plus en vouloir aux gens de me mettre là-dedans, ça va mieux. Et puis, voilà. Je pense que j'ai une petite déception, en fait, quand même, sur la nature humaine, parce que j'imaginais que être adulte, ça passait par le fait d'assumer tout ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est absolument pas une question d'âge. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens de 25 ans qui sont parfaits, j'allais dire, avec vous dans ce point-là, et c'est ceux de 40, 50 ans qui viennent vous chahuter là-dessus, parce que c'est eux qui ont encore besoin de challenger les règles, de venir titiller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans le rapport à l'âge. Moi, je déteste tout ce discours aussi sur les générations. Alors, je comprends que ce soit une grille de lecture intéressante en management, et c'est évident qu'il y a des phénomènes et autres, mais je trouve que c'est assez épuisant c'est comme l'histoire homme-femme, de classifier les choses par génération, parce que là, moi, ce que je constate, c'est que dans le rapport au télétravail, dans le rapport au management, en fait, j'ai des gens sur le téléphone portable, ce que vous voulez. J'ai la chance d'être dans un environnement très intergénérationnel, puisque quand vous êtes dans une association avec des administrateurs qui peuvent avoir jusqu'à 75 ans, et les plus jeunes des apprentis, ils ont 22 ans, vous voyez que ça n'est absolument pas une question d'âge. Hein. C'est tous ces sujets-là. C'est une question de moment, je pense, que de l'année 2025, après ce qu'on a vécu, ou le rapport au travail qui a changé. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que vous êtes enclin à poser un cadre et OK avec cette autorité, il y a moins de gens qui vous challengent, j'imagine. À ce stade, oui.
Pour l'instant, en tout cas. Après, vous aurez peut-être des petits rappels de temps en temps. Hein. J'en suis sûre. Parce que vous disiez, c'est marrant la comparaison que vous avez fait quand même. Vous avez fait la comparaison avec l'autorité de maire. MERE. Ouais. Donc, pourquoi cette comparaison ? Parce qu'en fait, j'ai la chance d'être mère depuis bientôt 21 ans. Et en fait, ça n'avait pas été un sujet. J'ai été mère, j'avais 29 ans. Et j'ai un fils qui a après 18 ans. Ça n'a absolument pas été un problème pour moi. De poser un cadre. Dans le cadre privé, enfin voilà, ça n'a pas du tout été un sujet, quoi. Alors que ça l'a été de toute évidence dans le cadre du travail, quoi. Et du coup, vous comparez, enfin, c'est peut-être grossier, vous allez me dire, mais vous comparez le fait de poser un cadre en tant que dirigeant avec le fait finalement de materner, en fait. C'est ça l'idée ? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Ah bah non. Non, c'est plus moi dans mon expérience personnelle. Je considère pas du tout les gens comme des enfants. C'est vraiment sur cette expérience de comment un même individu, vous cheminez sur 25 ans, c'est-à-dire que vous vivez des expériences, voilà, et en fait, vous arrivez dans un cercle particulier à certaines choses et dans d'autres, vous n'y arrivez pas. Et qu'est-ce qui se joue alors que, voilà, vous êtes censé être à peu près la même partout. C'est plus ça, en fait, qui m'interroge. C'est-à-dire que souvent, je vois plus de gens qui galèrent à poser une autorité en tant que parent. Et je pense que parce que dans le monde du travail, vous êtes dans un monde de pairs, P-A-I-R-S, où vous avez aussi envie d'être accepté pour ça. Enfin, c'est pas du tout la même relation, en fait. Donc non, c'est pas lié à la question de materner, c'est plus à la question de moi, cette expérience que vous vous posez forcément quand vous prenez des responsabilités. Voilà. Je viens sur un tout autre sujet, enfin pas complètement, mais alors vous opposiez empathie et autorité, non, vous l'opposiez pas. Vous dites juste que vous attendez plus là-dessus, ou vous attendiez pas à mettre le cadre autoritaire. Par rapport à votre parcours, parce que vous êtes dans un parcours du coup de lettres, vous avez été évolué dans la com et les RH. Vous êtes aujourd'hui DG. Dans les DG, il y a la notion de chiffre aussi, de gestion des budgets, qu'on a évidemment un peu dans la com et les RH, mais qui est un peu différent. Comment vous êtes approprié cette partie-là du travail, en fait ? Alors déjà, en fait, j'ai eu la chance dans ma formation d'aller dans une école qui s'appelle le CELSA et dans lequel, en fait, on fait on fait tout. C'est cette idée d'être très généraliste. Et dans ce double cursus, j'avais aussi bien de la compta, de la finance. Donc déjà, c'était pas complètement inexistant. Bon, et puis au départ, en fait, j'ai fait de la philo et des maths. C'est un profil philo-maths dès le départ. Et après, en fait, le fait aussi d'être dans l'entreprise dans laquelle j'ai été, vous avez tout de suite la gestion de budget. En fait, c'est une entreprise dans laquelle vous êtes tout de suite en responsabilité sur de la gestion de budget. Et ce qu'on vous demande, en fait, quand vous dirigez une équipe, c'est pas faire de la finance, c'est faire de la gestion. Et j'ai eu la chance de travailler avec des contrôleurs de gestion, voilà. Et je pense qu'il y a j'ai deux éléments. Pragmatisme, c'est-à-dire que je pense que j'ai plutôt les pieds sur terre et que je gère beaucoup de choses en général. Et la question, pour moi, l'argent n'est qu'un moyen pour atteindre certaines fins. Donc, j'ai absolument aucun problème à gérer de l'argent, en l'occurrence, parce que c'est surtout ça, c'est surtout de l'argent. Et après, l'autre point, c'est que j'ai toujours beaucoup appris et écouté des gens autour de moi, et que ce soit des comptables, des contrôleurs de gestion, et de savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. J'ai rapidement compris que cette question de la gestion budgétaire, cette question, si vous le placez au bon niveau, c'est-à-dire que ça n'est qu'un moyen pour atteindre des fins, c'est toujours ce que je dis aux gens qui ne comprennent pas les budgets, ce qui me rend dingue. Je leur dis, mais vous partez en vacances, vous voulez aller à l'autre bout du monde, vous savez très bien gérer votre budget pour acheter votre billet. Enfin voilà, moi, c'est quelque chose d'assez naturel. C'est pas rédhibitoire pour moi, quoi. En fait, c'est pas, je suis pas la littéraire qui déteste. Je suis peut-être pas une vraie littéraire, je sais pas, mais. Non, mais ça revient au côté généraliste dont vous parlez. Pragmatique. Ouais. On arrive sur la fin. J'aimerais faire un aparté quand même sur votre association et son travail, parce que donc vous accompagnez les familles, les personnes handicapées intellectuelles. Je veux juste que vous expliquiez ce que c'est pour que tout le monde comprenne bien la différence entre tout le reste. Et j'aimerais comprendre deux choses, qu'on sait que les personnes handicapées sont beaucoup plus vulnérables dans la société, que ce soit en termes d'agression, que ce soit en termes de troubles du travail. Enfin, il y a une vulnérabilité qui est proche, puis tristement, de celle des enfants, parfois, voire et des femmes, disons-le franchement. Donc, j'aimerais savoir comment ça peut être accompagné, si vous avez des chiffres là-dessus. Et puis, j'aimerais aussi parler du rôle d'accompagnant, on en parle de plus en plus. Des dents, voilà, excusez-moi. Le rôle des dents, on en parle de plus en plus. Alors, aujourd'hui, plus envers les personnes âgées ou les parents que les enfants handicapés, mais ça en fait partie. Je sais qu'il y a des lois qui sont en train d'être créées sur le sujet. Donc voilà, le côté aidant, parce que la majorité des personnes qui restent aidantes aujourd'hui sont des femmes, donc ça a un impact sur le travail. Complètement.
Alors l'association pour laquelle je travaille depuis 8 ans, donc c'est l'UNAPI. En fait, sa particularité, c'est qu'elle a été créée après-guerre par des parents d'enfants handicapés intellectuels. Il y a 65 ans, ce handicap, c'était majoritairement des gens qu'on disait déficients intellectuels. Pour avoir une image, c'est souvent des gens les gens ont l'image de la personne trisomique, mais pas que. C'est-à-dire que voilà, c'est cette question d'avoir un déficit d'accès à la compréhension et au langage. Aujourd'hui, la réalité de ce qu'on appelle de façon plus scientifique les troubles du neurodéveloppement, ça inclut l'autisme, et plutôt chez nous l'autisme sévère associé à la déficience intellectuelle. Ça inclut certains troubles du comportement, tout le temps les déficiences intellectuelles, le polyhandicap. Enfin voilà, c'est ce monde en fait qui est peu visible dans notre société, mais qui est assez conséquent. Nous, en l'occurrence, on accompagne plus de 200 000 personnes en France, y compris dans les dom-toms. Et donc, la particularité de l'association UNAPI, c'est d'avoir été créée par des parents. Il n'y avait rien en France, qui se sont mobilisés déjà par devoir de solidarité, se sont entraidés au sortir de la guerre, et qui rapidement, en fait, ont créé les fondements de ce qu'est cette association. C'est-à-dire qu'ils ont, dès les années 60, en fait, eu l'idée qu'il fallait monter à Paris pour créer une association dont la vocation en fait serait de défendre le droit et surtout de créer le droit, puisqu'on est en l'occurrence dans une émission qui rend hommage aux femmes. Et en fait il y a une grande femme qui est Simone Veil, qui est celle qui le 4 mai 75 était au congrès de l'UNAPI, parce que c'est celle qui a contribué avec les parents de l'UNAPI à créer la première grande loi en France en fait sur le handicap. Et elle dit dans ses mémoires que c'est les parents de l'UNAPI qui l'ont amenée à cette connaissance du monde du handicap qu'elle n'avait pas spécialement. Et donc, ses parents, en fait, ils se sont dit, il faut créer le droit. On est des grands militants du droit et de l'effectivité du droit, parce qu'on a aujourd'hui en France des grandes lois que sont celles, on a fêté les 20 ans de la loi de 2005, où il y a encore quelques lois comme ça fondamentales. Aujourd'hui, le sujet en France, c'est que c'est pas effectif. C'est-à-dire que, comme dans plein d'autres sujets, vous avez des droits, vous avez des lois, et elles sont pas mises en œuvre. On a aujourd'hui des centaines d'enfants en France qui sont sur des listes d'attente pour pouvoir aller dans des dispositifs spécialisés, des adultes pareil. On parle souvent de la question de l'accessibilité. Aujourd'hui, nous, l'accessibilité, c'est pas les rampes d'accès ou autres quand on est déficient intellectuel. C'est le facile à lire et à comprendre qui fait que c'est une forme de français simplifié. C'est des pictos, c'est des accompagnements humains qui vous permettraient d'avoir accès aux choses, et ça, c'est pas mis en œuvre. On a cette création du droit. Sur l'accompagnement, ces parents, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le médico-social français du handicap, qui sont toutes ces structures et tous ces métiers d'éducateurs, de moniteurs, en fait, où nous, c'est près de 80 000 professionnels dans le réseau UNAPI qui travaillent pour accompagner ces personnes. Et la particularité de l'UNAPI, c'est qu'on accompagne des gens de la naissance à la fin de vie, avec une innovation partout, c'est-à-dire des crèches, des structures de travail, avec toujours le point d'adapter en fait les accompagnements aux uns et aux autres. Donc la vulnérabilité, on y touche en permanence et en même temps, en fait, ce qui est passionnant dans ce mouvement, c'est qu'il y a toujours un regard sur la capacité, sur se rendre compte qu'en fait cette vulnérabilité, elle est souvent liée à un environnement qui vous rend vulnérable. Et parce que quand vous n'avez pas accès, quand vous ne savez pas lire, pas écrire, ou peu, quand votre comportement, quand vous pensez, pour ceux qui connaissent l'autisme, n'est pas celui de la norme, en fait, c'est souvent l'environnement qui vous rend incapable, j'allais dire. On a ce double mouvement qui est porté à la fois par les parents et professionnels, de voir le vulnérable, de voir la protection, mais tout autant de voir la capacité. Et on travaille beaucoup là-dessus, en fait, en permanence, puis avec cette particularité qu'on doit accompagner des gens les plus dépendants au moins dépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont déficients intellectuels, qui ont leur logement, qui ont juste quelqu'un qui a une tutelle qui les aide. Voilà. C'est un pan de la société qui est mal connu et qui pourtant touche beaucoup de gens. Pour aller sur la question des aidants dont vous me parliez, l'UNAPI a une vision particulière parce que l'origine, ce sont tous ces parents qui se sont battus pour aussi n'être que parents, pas être aidants. Et là, on est en train de faire un retour en arrière en déstructurant un peu tout ce qu'a construit la France sur les dernières années, et on vient remettre sur les familles une charge, mais on le voit dans d'autres secteurs, en cancérologie, dans plein d'autres endroits sur les personnes âgées, où en fait on vous met des équipes mobiles, on met plein de choses, et en fait c'est les familles qui doivent faire le support. Et nous, en fait, le discours qu'on porte sur les aidants
Et vous avez raison, ce que vous disiez sur les femmes, parce qu'on a fait une grande étude qui s'appelle La voix des parents et qui confirme, il y a eu 4000 répondants, et on va bientôt faire une étude sur les frères et sœurs, parce que ça aussi, c'est toute une génération, enfin, c'est un public qu'on ne voit pas. Ça confirme qu'effectivement, comme par hasard, ce sont les femmes, les sœurs, en fait, qui sont souvent en première ligne sur le quotidien, sur les carrières. C'est avéré, surtout qu'en fait, par exemple, sur l'autisme, on a un nombre de familles monoparentales très importantes parce que les couples n'y tiennent pas, parce que c'est des quotidiens qui abîment, encore plus quand vous n'avez pas le soutien, quoi. Et donc nous, sur les aidants, on a une vision qui est que, en fait, on est contre un statut de l'aidant, parce qu'en fait, on pense que c'est aussi à la solidarité nationale d'aider l'ensemble de la société. Et on est assez inquiet d'un retour en arrière qui fait qu'on reviendrait à cette idée que les familles sont le noyau clé. Et parce que ce qu'on voit, c'est que comme par hasard, bien sûr, ça va être les femmes en fait, qui vont revenir à reprendre des fonctions. Et que quand un enfant n'a que 6 heures de scolarité dans une semaine, je peux vous dire que c'est des mères qui ne travaillent pas. C'est tout un chantier et en fait, paradoxalement, on n'a jamais autant parlé des aidants. Alors, c'est vrai que ça vient plus du monde de la cancérologie ou de la gériatrie, d'Alzheimer, mais nous, c'est un champ qui nous touche bien sûr en tant que mouvement UNAPI de façon très forte. Mais on a une position assez particulière parce que nous, on milite pour... Ces parents, ils ont fait tout ce chemin sur l'autonomie de leurs enfants et sur leur autonomie, c'est-à-dire oser dire je peux être parent d'enfants handicapés, mais moi j'ai le droit à avoir ma vie, j'ai le droit à avoir un travail. Ils ont acquis, je pense, cette liberté d'oser dire ça, et là on est en train de leur remettre en arrière alors que c'était déjà une telle grande culpabilité, enfin un poids très lourd. Donc les aidants pour nous c'est un sujet clé et qu'on réattaque et sur lequel on va essayer de faire entendre une voix un peu différente. Merci, très intéressant, parce que c'est vrai que je n'imaginais pas. Du coup, dernière question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, doit changer dans la société ou les organisations pour arriver à une égalité de pouvoir, largement ? Alors, je suis tellement pétrie du monde associatif que quand vous me posez la question, moi, je pense que cette question d'égalité de pouvoir, c'est... Ce qui pourrait la faire changer, c'est quand même moins d'individualisme. Ça peut sembler loin, ce que je vais dire, mais qu'en fait, je pense qu'on confond trop souvent la question de la réalisation de soi, de l'épanouissement, du bien-être, avec une forme d'égoïsme et de caractère un peu autocentré qui amène à une vision du pouvoir très individualiste. Et moi, je pense que si on remettait un peu plus, dès le départ dans notre société, beaucoup plus de réussite collective, d'apprentissage du collectif, en fait, je pense qu'on arriverait naturellement aussi à une vision du pouvoir plus équilibrée qui permettrait de comprendre en fait que un petit garçon ne vaut pas plus qu'une petite fille. Et moi, je pense qu'il n'y a que par le collectif qu'on y arrivera. Ce qui est assez paradoxal dans notre société actuellement où on pense que l'épanouissement et le soi est le centre de tout, quoi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.